Lorsque je prononce le mot soldat, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Les armures tactiques, des fusils de sniper, le combat au corps à corps et les pyjamas colorés. Si vous avez déjà visité la Cité du Vatican, le plus petit pays du monde, et selon le christianisme la résidence du représentant de Dieu sur terre, vous savez probablement où je veux en venir. En effet, les soldats chargés de garder le pape, connus sous le nom de garde suisse, portent ce qui est très probablement l'uniforme le plus excentrique de toutes les forces militaires du monde. Mais pourquoi le pape est-il protégé par une force d'élite composée de Suisses déguisés en clowns? Je suis heureux que vous posiez la question. La garde suisse est l'une des forces militaires les plus uniques et les plus intrigantes en activité aujourd'hui. Tout d'abord, il s'agit de l'une des plus anciennes armées permanentes du monde, fondée il y a plus de 500 ans. C'est aussi l'une des plus petites, avec seulement 135 membres, mais grâce à la taille minuscule du Vatican, les gardes suisses représentent en fait environ 16% de la population totale de la nation. Cela signifie qu'il y a de bonnes raisons de penser que la Cité du Vatican est le pays le plus militarisé de la planète. Quant à savoir pourquoi le pape est gardé par une armée suisse, eh bien, alors que nous, les Européens, aimons nous moquer de la Suisse qui reste généralement à l'écart des guerres, il s'avère qu'il y a quelques siècles, la Suisse comptait certains des guerriers les plus impitoyables et les plus efficaces qui soient. En conséquence, les mercenaires suisses étaient très recherchés et souvent enrôlés pour renforcer les armées d'autres nations en Europe. Ce n'est pas seulement leur habileté au combat qui a rendu les mercenaires suisses si convoités. Ils étaient également réputés pour leur bravoure insensée et leur loyauté inébranlable, des qualités qui en faisaient des gardes du corps idéaux pour les dirigeants du monde et autres VIP. Et comme vous en conviendrez certainement, aucun VIP n'est plus vie que le pape. Au début du XVIe siècle, l'excellente réputation des mercenaires suisses a attiré l'attention du pape Jules II. Même parmi les papes, Jules II était un personnage important. Il a créé les musées du Vatican, qui sont encore visités par des millions de personnes plus de 500 ans plus tard. Il a approuvé les plans visant à faire de la basilique Saint-Pierre la plus grande église du monde, un titre qu'elle a conservé depuis. Et il a chargé un peintre et décorateur quelconque du nom de Michel-Ange d'embellir le plafond de la chapelle Sixtine, qui venait d'être achevée. Les hommes de l'envergure du pape Jules II se font inévitablement quelques ennemis au cours de leur ascension au sommet. C'est pourquoi, en 1505, il demande à la Suisse si elle ne serait pas disposée à lui prêter 200 de ses meilleurs mercenaires pour former sa garde personnelle. Très vite, les hommes se mettent en route. C'est une longue marche depuis la Suisse jusqu'au centre de l'Italie, mais apparemment, tous les chemins mènent à Rome, donc au moins il n'y avait pas de risque de se perdre. Il a tout de même fallu 4 mois à cette force de combat d'élite pour achever le voyage. Les soldats suisses sont arrivés le 22 janvier 1506 et n'ont pratiquement pas bougé depuis. Au fil des siècles, la garde suisse a participé à des moments véritablement dramatiques. Le plus célèbre d'entre eux est sans doute le sac de Rome en 1527, lorsque les forces de l'empereur Charles Quint ont déferlé sur la ville. En infériorité numérique et sans armes, la garde suisse a fait une dernière résistance héroïque sur les marches de la basilique Saint-Pierre, laissant suffisamment de temps au pape Clément VII pour s'enfuir en toute sécurité par le passage secret du Vatican, le Passetto di Borgo. Sur les 199 gardes en service ce jour-là, seuls 42 ont survécu. C'est grâce à ce type de dévouement qu'ils sont restés en place pendant plus de 5 siècles. Quant à savoir pourquoi ils portent des uniformes qui semblent avoir été conçus par un enfant de 5 ans sous acide, la raison est en fait assez simple. Les couleurs vives ont été choisies pour refléter les couleurs des maisons de 2 des plus importantes familles nobles italiennes de l'époque, les Della Rovere et les Médicis, qui ont toutes deux fourni plusieurs papes à l'Église catholique au fil des ans. Et si les divers éléments archaïques des uniformes peuvent sembler assez ridicules à l'œil moderne, il s'agissait d'éléments assez courants à la Renaissance lorsqu'ils ont été portés pour la première fois. Je ne suis pas Tom Ford, mais je pense qu'il est prudent de dire que 500 ans suffisent pour que même les choix de mode les plus conservateurs paraissent un peu dépassés. L'uniforme de la garde suisse a la particularité d'être l'uniforme militaire le plus lourd actuellement utilisé, puisqu'il pèse plus de 3,5 kg. Il attire tellement l'attention que les gardes suisses stationnés près des routes ne sont pas autorisés à le porter, de peur de distraire les automobilistes et de provoquer des accidents de la circulation.
Chaque uniforme est composé de 154 pièces individuelles et chaque ensemble est fabriqué sur mesure pour le soldat qui le porte. Un processus qui prend environ 32 heures pour 3 essayages individuels. Les armes de la garde suisse sont elles aussi de la vieille école et se composent principalement de hallebardes et d'une variété d'épées. Il convient de noter que, même si ces armes peuvent sembler cérémonielles, la garde suisse reçoit une formation au combat moderne et est équipée d'armes à feu pour les situations qui l'exigent. Leurs hallebardes sont un clin d'œil à leur histoire, mais elles ne sont pas de trop en cas de combat rapproché. Vous avez peut-être entendu dire que Michel-Ange était responsable de la conception originale de l'uniforme, mais je crains qu'il ne s'agisse d'un mythe répandu en partie par l'auteur américain Dan Brown. Cela dit, Michel-Ange a eu une certaine influence sur la garde suisse. Il a conçu les fortifications défensives de la Cité du Vatican, qui sont encore utilisées aujourd'hui. Il semble que ses talents se soient étendus au-delà des plafonds. Alors, la prochaine fois que vous verrez ces vibrants soldats se tenir stoïquement au Vatican, rappelez-vous, sous ces uniformes dignes d'un cirque, bat le cœur de l'une des forces militaires les plus redoutables et les plus loyales de l'histoire. Et ils sont tout à fait prêts à troquer leurs hallebardes contre quelque chose d'un peu plus moderne, si jamais la situation l'exige. Même si, par coïncidence, certaines parties de la version moderne de l'uniforme, redessinée en 1914, s'inspirent de fresques peintes par Raphaël, rival de Michel-Ange à la Renaissance et compagnon de la Tortue Ninja. À l'heure actuelle, vous pensez peut-être que la garde suisse, avec ses tenues ridicules et ses armes médiévales, est un peu une blague, un simulacre de force militaire qui est plus un spectacle qu'autre chose. Mais avant que vous n'ayez l'idée de réunir quelques potes pour lancer une prise de contrôle hostile de la Cité du Vatican et vous proclamer pape, je dois préciser que sous les uniformes manteaux, les gardes suisses sont en fait des soldats d'élite qui suivent un entraînement spécial rigoureux. Les uniformes dont j'ai parlé jusqu'à présent ne sont utilisés qu'à des fins cérémonielles et pour impressionner les touristes. Lorsque les gardes suisses sont engagés dans des tâches militaires plus traditionnelles et d'autres tâches de protection du pape, ils portent des uniformes modernes et troquent l'armement médiéval contre des armes à feu de haute technologie et des sprays au poivre. Au fil des siècles, la garde suisse a eu l'occasion de démontrer à quel point elle était coriace, mais son engagement militaire le plus célèbre a probablement eu lieu quelques décennies seulement après sa création. En 1527, 20 000 soldats de l'empereur Charles Quint ont pris d'assaut la ville de Rome, pillant et saccageant sur leur passage. Charles Quint était membre de la maison des Habsbourg, et les téléspectateurs de longue date de la chaîne seront heureux d'apprendre qu'il avait effectivement un menton gargantuesque. Je devrais probablement mentionner que, si les soldats déchaînés faisaient partie de l'armée de Charles Quint, ils ne mettaient pas Rome à sac sur ses ordres. Les hommes avaient pris la tangente après un retard dans le paiement de leur salaire. Les conflits syndicaux sont devenus beaucoup moins dramatiques au cours des 500 dernières années, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, la garnison de Rome comptait environ 5000 hommes à l'époque, ce qui signifie que les défenseurs de la ville étaient en infériorité numérique dans une proportion de 4 contre 1. Heureusement, ils avaient un atout dans leur manche, 189 gardes suisses d'élite, alors que les soldats de Charles Quint déferlent sur la ville. Massacrant et volant à droite et à gauche, la garde suisse se prépare à défendre le souverain pontife, Clément VII. La bataille qui s'ensuivit est depuis lors connue sous le nom de Stand of the Swiss Guard. Sur les 199 gardes employés par le pape à l'époque, 147 ont d'abord tenu le cimetière teutonique, puis les marches de la basilique Saint-Pierre contre des milliers d'assaillants. Ils s'étaient engagés dans la garde suisse en sachant qu'ils devraient peut-être donner leur vie pour protéger le pape, et ce moment était venu. À la fin de la journée, les 147 gardes sont morts, mais cela ne signifie pas que le combat de la garde suisse s'est soldé par un échec. Les hommes savaient pertinemment qu'ils n'avaient aucune chance de remporter la victoire. Les ennemis étaient tout simplement trop nombreux, et le simple poids du nombre finirait par avoir raison d'eux. Mais les gardes ne se battèrent pas pour gagner. Ils ont donné leur vie pour gagner du temps. Car pendant qu'ils se battaient à mort à l'extérieur de la basilique, les 42 gardes restants ont conduit le pape vers un passage secret de 800 mètres de long, connu sous le nom de Passetto di Borgo, qui relie aujourd'hui encore la cité du Vatican au château Saint-Ange. C'est là que Clément VII réussit à s'échapper.
Il est resté pape jusqu'à sa mort, 7 ans plus tard. Si tout cela vous semble intéressant et que vous avez envie de rejoindre ce groupe d'élite de badass vêtus de couleurs vives, je crains que vous n'ayez pas de chance. Ou du moins, c'est probablement le cas. Les conditions pour rejoindre la garde suisse sont incroyablement strictes. Pour commencer, le nom n'est pas juste pour la forme. Il faut littéralement être suisse pour s'engager, ce qui exclut d'emblée 99,999% de la population mondiale. Non pas qu'il suffise d'être suisse, bien sûr, loin s'en faut. Les personnes souhaitant rejoindre la garde suisse doivent d'abord avoir suivi l'entraînement de base de l'armée suisse. Ils doivent également être des hommes. Apparemment, l'Église catholique n'a pas encore reçu le mémo sur l'égalité. Âgés de 19 à 30 ans, mesurer au moins 174 cm et ne pas être mariés. Oh, et ils doivent être catholiques, c'est évident. Si vous êtes suisse, grand, jeune, célibataire, catholique et en possession d'un pénis standard, alors félicitations. Vous avez gagné la loterie des gardes suisses. Malheureusement, je crains que cette loterie particulière ne paie pas très bien. Le salaire d'un garde suisse est de 1 300 € par mois non imposable. C'est environ 400 € de moins que le salaire moyen national, après impôt en Italie, et près de 3 500 € de moins que la moyenne nationale en Suisse, un pays qui est régulièrement classé parmi les 3 premières nations du monde pour le revenu moyen après impôt. D'un autre côté, la garde suisse a l'un des meilleurs plans de retraite au monde. Vous êtes presque sûr d'aller au paradis. Ce n'est donc peut-être pas un si mauvais choix de carrière après tout. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.